Aster, je vais commencer par ça. Ari Aster, j'adore, mais vraiment je trouve que c'est un des meilleurs films fantastiques d'horreur récents. Hérédité, c'est vraiment un film incroyable. Franchement, je vous le conseille, parce que c'est pas vraiment horrifique dans le sens jumpscare, mais c'est vraiment une ambiance glauque à souhait, et ça vous lâche pas tout du long en fait. C'était vraiment une claque quand je l'ai vu. Midsommar, moi je trouvais que c'était un bon film, alors c'est assez lent, mais je trouve que en tout cas le rythme lent de Harry Astor fonctionnait très bien dans ce film, parce qu'il y a un côté où justement Florence Pugh qui joue une femme dépressive se retrouvait en fait dans une sorte de secte, on peut le dire comme ça. Et en fait il y a cette ambiance flottante où elle a besoin de se laisser porter et en même temps il se passe des choses incroyables sur place. Et je trouve que la réalisation retranscrit bien ça. Ensuite il y a eu Beau is Afraid. Et j'avoue que là j'ai commencé à perdre un peu mon intérêt pour les films de Harry Astor. Je trouve que c'est un film abscon. J'ai eu beaucoup de mal à apprécier. Je- j'ai été un peu intrigué pendant une partie du temps. Et puis au fur et à mesure du film, j'ai complètement lâché quoi. Ouais, j'avoue que j'ai vraiment pas réussi à accrocher à ce film-là. Et donc là, il retourne avec Joaquin Phoenix. Il y a aussi Pedro Pascal et Emma Stone. Et alors sans être aussi agaçant que Beau is Afraid, j'avoue que j'ai eu un peu de mal quand même. Je trouve que l'humour est assez lourdingue finalement. Donc c'est une sorte de, ouais, on peut dire un western politique entre Joaquin Phoenix et puis Pedro Pascal au temps du Covid. Donc il y a un côté, voilà, Joaquin Phoenix, c'est plutôt quelqu'un qui ne croit pas en fait à la maladie, à tous les gestes barrières et donc qui respecte pas la loi alors qu'il est shérif. Et puis Pedro Pascal, lui, il veut devenir le maire. Enfin, je crois qu'il est maire d'ailleurs. Il est maire, mais il se représente. Et donc, du coup, lui, il veut tout faire en fait pour bien se faire voir. Donc, il est hypocrite, il fait en sorte que toutes les règles soient appliquées, etc. etc. Et ouais, déjà, déjà, je trouve que Joaquin Phoenix, je sais que c'est un acteur qui est beaucoup aimé, un acteur américain beaucoup apprécié, mais j'ai l'impression qu'il joue toujours pareil dans tous les films, quoi. Il y a ce côté un peu hystérique, exalté, les yeux grands ouverts, ou alors soit il en fait des caisses au niveau du regard, soit il est très fermé. Et j'avoue que j'ai l'impression de le voir jouer pareil dans tous les films quasiment, en fait. Ce côté un peu psychopathe, ce côté associable, ce côté voilà où l'acteur joue beaucoup sur les silences, sur les regards. Et là dans ce film on est là-dedans et l'humour en fait tourne autour de ça, sur le côté. En fait c'est le genre d'humour pour lequel j'ai du mal quoi. Le côté quelqu'un dit quelque chose, il se regarde, il y a des longs silences. Ensuite quelqu'un ressort une phrase, de nouveau un long silence. Et donc c'est de là où doit sortir le rire, c'est-à-dire justement le malaise ou le côté non-sens de la situation. Mais autant je trouve que dans l'horreur et plutôt dans la terreur psychologique qu'on retrouve dans Hérédité et Midsommar, il était excellent Ari Aster. Autant dans l'humour qu'on retrouvait aussi dans Beau is Afraid. Je trouve que l'humour fonctionne pas, ou par moments fonctionne parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de scènes qui sont entre deux, où il y a de l'humour, pince sans rire. Et du coup, je trouve que ça
fait grand chose. Les films 4 Fantastiques sont pas terribles. Il y a eu deux dans les années 2000 et puis un en 2015 qui étaient assez ratés tous. En tout cas, qui n'étaient pas hyper intéressants. Et c'est vrai que pareil, j'y suis allé un peu comme ça parce que je voulais me faire un cinoche. Et bonne surprise déjà le fait que c'est ancré dans son époque et qu'on joue avec un peu le côté. Alors je dis pas de bêtises, je crois que c'est les années 60 ou 70. Mais le fait que voilà on joue sur voilà la télé de l'époque, la publicité de l'époque, comment on voyait les héros à l'époque, parce que c'est vrai que les super-héros ont été créés à des périodes justement pour que. Enfin il y avait un côté supérieur au divertissement, c'est-à-dire qu'on avait besoin de héros en fait à une période donnée par rapport à ce qu'on pouvait connaître, les guerres ou d'autres situations pas faciles à vivre. Et donc les héros c'était une manière aussi de croire en quelque chose. Et là on joue là-dessus justement sur ces croyances. Les 4 fantastiques en fait dès le départ ils ont leur pouvoir. Ils sont installés, ils sont reconnus par la nation. Et donc dès qu'il y a un ennemi qui arrive, eh ben, ils s'en rendent compte en fait à la population et ensuite ils vont affronter l'ennemi. Et je trouve que c'était plutôt bien vu. Ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films super-héros où c'est toujours un peu je t'aime moi non plus, on leur fait pas trop confiance. Et là finalement on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire que oui, c'est comme vraiment leurs policiers en fait, leurs policiers à eux qui vont résoudre les problèmes entre les différentes planètes et quand il y a des super méchants qui viennent. Le casting est très bon. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les 4 personnages. Après pour leur pouvoir, je suis pas forcément ultra convaincu. Bon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le plus impressionnant c'est forcément la torche qui vole, qui s'enflamme et tout ça. Donc il a beaucoup plus en fait de scènes en fait remarquables par rapport aux autres. Mais par exemple, Pedro Pascal qui joue l'homme élastique, bon, à part deux trois moments, il n'y a pas grand chose. Vanessa Kirby ici, elle a un rôle important, mais c'est son pouvoir est important, mais sa personnalité, son charisme aussi est très important. Donc c'est ce qui la rend certainement la plus intéressante d'ailleurs sur les 4 personnages. Et puis la chose qui forcément est plus bourrine, mais qui a surtout aussi un lien avec la torche, qui est intéressant. Enfin, c'est plus le côté humain en fait que j'ai apprécié dans les super-héros, plus que leur côté super-pouvoir. Après, les scènes d'action sont intéressantes, hein, notamment quand ils retrouvent Galactus la première fois. Donc Galactus qui est hyper impressionnant et qu'ensuite ils sont poursuivis par la surfeuse d'argent. Voilà, qui est une très bonne scène visuellement. Et pareil, toute la scène finale avec l'attaque de Galactus était aussi une très bonne scène, mais voilà, il y a ce mélange, je trouve. On a, comment dirais-je, on a de l'empathie pour les super-héros. L'humour est assez bien dosé. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des deux trois dialogues entre certains personnages qui sont pas forcément toujours marrants, mais je trouve que ouais, l'alchimie fonctionne bien. On s'intéresse à eux. Et comme il y a un côté humain, soit ils sont frères, sœurs, mari, femme ou très bons amis, bah ouais, ça fait vraiment vrai groupe. Ce que j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres Marvel, où le côté groupe était peut-être plus artificiel. J'ai pas retrouvé cette alchimie, par exemple dans les Avengers. Je sais que ça peut paraître étrange que je dise ça parce que les Avengers ça a été un méga succès, mais je trouve que c'était vraiment fait en mode rapide quoi. Genre on se retrouve et puis à la fin, hop, on fait un 360 autour de chaque personnage pour dire que ça y est, c'est une équipe. Là, je trouve que le côté équipe est vraiment très très présent à tous les niveaux quoi. C'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, ils voient quelles sont les meilleures stratégies à aborder, ils se font confiance les uns les autres, chacun apporte sa pierre, chacun fait des choses en fait dans le groupe. Et c'est pas juste des super pouvoirs quoi. Et même d'ailleurs j'ai envie de dire, alors, les super pouvoirs arrivent presque en second. C'est-à-dire que c'est vraiment la somme en fait des connaissances de chacun et de leurs idées qui font qu'ils mènent à bien leur mission et c'était plutôt bien vu.
pareil, ça va trouver son explication plus tard, parce que la réalisatrice a décidé, a une idée en tous les cas derrière la tête. Mais voilà, déjà, grosse surprise, donc les deux personnages ne peuvent pas se saquer. Et donc ça crée en fait une sensation complètement contradictoire par rapport à ce qu'on avait vu dans le numéro 1 et numéro 2, où ils s'aimaient d'amour. C'était presque dégoulinant. Julie, on la voit très peu finalement. C'est assez dommage. Alors, c'est vrai qu'on voyait assez peu Neve Campbell dans Scream 5, mais je trouvais son personnage assez bien parce qu'elle se greffait à un moment T en fait du film. C'était assez pertinent et puis surtout elle avait de l'importance en fait dans la dernière partie. Là en fait Julie n'a jamais vraiment d'importance, donc l'héroïne du nouveau film va aller la voir pour avoir des conseils et pour lui dire que le pêcheur est revenu entre guillemets. Mais elles sont assez détachées du reste et il n'y a rien dans la narration qui va réellement en fait la ramener au devant de la scène, à part la toute dernière scène. Et je vais y revenir ensuite. Et puis Ray, comme je le disais, voilà, a un rôle un peu de mentor pour l'équipe. Il pourrait se rapprocher plus ou moins de Dewey dans Scream 5, mais il est assez absent aussi finalement. On le fait intervenir de temps en temps, mais je trouve que c'est pas assez pertinent et du coup les deux personnages malheureusement manquent d'épaisseur. Et puis surtout le gros problème du film, c'est que les personnages sont, enfin en tout cas les acteurs, parce que les personnages c'est une chose, mais surtout les acteurs sont très très mauvais, mais vraiment tous quoi. Même l'actrice principale qui joue un peu mieux, c'est pas, on n'arrive pas à y croire quoi. C'est-à-dire que tous les personnages sont transparents. Alors il y a, pourtant ils incarnent des stéréotypes. Hein. Il y a donc l'héroïne qui a très mal vécu la soirée, la bimbo qui voilà, fille de Bourges. Enfin ils sont tous plus ou moins riches de toute manière. Mais voilà, qui finalement est joué assez platement. On a l'équivalent de Ryan Philippe, mais qui, pareil, joue ça très platement. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de le montrer assez vénère, un peu alcoolique, etc. Mais l'acteur n'arrive pas à rendre ça très intéressant. Enfin, il est un peu aux antipodes de Ryan Philippe, qui vraiment faisait des caisses à l'époque dans son personnage. Lui, bon, il joue ça vraiment comme ça vient. Et on a aussi le, entre guillemets, le petit ami de l'héroïne qui lui est complètement transparent. Donc on s'en fout complètement. Et je trouve que, bah, contrairement en fait au film original, alors certes c'était des stéréotypes tous, il n'y a pas de souci. Hein. Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Philippe et Sarah Michelle Gellar, ils jouent chacun
c'est pas bête, hein, parce que moi j'avais bien aimé notamment le remake de Slumber Party Massacre, où justement on échange les rôles, où les mecs, voilà, c'est des gars qui se foutent en petit slip, qui font des batailles d'oreillers, qui sont complètement à la ramasse, et puis les nanas, elles ont envie de s'en sortir, elles se battent contre le tueur qui est lui aussi un pauvre gars dedans, et en fait ça allait à fond dans le truc, et je trouvais que même si c'est pas un grand film, c'était un film vraiment jouissif à regarder parce que c'était vraiment marrant quoi, dans le côté voilà, les gars sont tous cons et tout ça, et puis les nanas sortent du stéréotype que l'on attend d'elles pour devenir autre chose dans ce film. Et là, dans Souviens-toi été dernier, ça, il voudrait, enfin la réalisatrice voudrait que ce soit comme ça, sauf que comme c'est surligné, que les acteurs jouent pas bien du tout et que la mise en scène est plate, bah ça passe complètement à côté. C'est-à-dire que c'est juste quand les personnages féminins sont mis en avant, c'est juste lourdingue. Ce qu'on surligne en fait, ce qu'on voit. Et puis tous les moments, ouais, dits importants, il y a un côté, ouais, très expédié quoi. Il y a ce côté, cette sensation que la réalisatrice arrive pas à mettre en scène en fait les moments importants du film. Contrairement aux premiers épisodes qui n'étaient pas des grands films, c'est pas des grands slashers. Enfin, ça reste des bons slashers, des bons films, mais c'est pas des grands films. Mais en tous les cas, il y avait une bonne mise en scène et puis les acteurs jouaient ça correctement. Et j'en veux pour preuve en fait une scène en fait de ce qu'on pourrait appeler une sorte de rêve où en fait justement la bimbo se retrouve face à, je crois qu'elle s'appelle Madeline Klein, elle se retrouve face à Sarah Michelle Gellar, et en fait il y a une différence de jeu qui est juste impressionnante quoi. Sarah Michelle Gellar joue à fond son personnage, même si le fantasme, comme je le dis, est vraiment une scène assez inutile qui fonctionne pas, mais elle, Sarah Michelle Gellar, joue très bien son personnage, et en face on a Madeline Klein voilà, son visage est complètement inexpressif, elle sort ses dialogues comme ça de manière un peu aléatoire et ça fonctionne. De son côté ça fonctionne pas et du côté de Sarah Michelle Gellar ça fonctionne très bien. Et donc je pense que ouais, tout le casting est problématique, il fonctionne pas. Et ils jouent vraiment tous comme si presque ils assumaient pas en fait le rôle qu'ils jouaient. Voilà, tu joues dans un slasher, c'est pas forcément le rôle du siècle, mais en tous les cas t'essayes de le jouer un maximum. Ryan Philippe le jouait très très bien, Sarah Michelle Gellar jouait très bien son rôle aussi. Donc il aurait fallu un peu plus d'implication, je pense, des acteurs pour qu'on y croie à peu près. Et puis, même quand le pêcheur apparaît, c'est pareil, toutes les scènes avec le pêcheur sont très basiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a des plans vraiment qui durent des fois 10-15 secondes. Et c'est. Il n'y a aucune idée de mise en scène. Parce que je suis en train de me rappeler en fait chaque scène où il apparaît. Et pratiquement la meilleure scène, c'est sa première apparition quand il attaque quelqu'un, en fait le nouveau petit ami de la Bimbo, enfin Madeline Klein, parce que Bimbo c'est un peu nul comme terme, Madeline Klein, il tire avec un lance-harpon, et donc la scène est pas mal parce que en fait il tire à travers une vitre, il est dans le noir, et donc il va rentrer progressivement en fait dans la pièce, et donc l'autre comme il est accroché, enfin la victime est accrochée, il pourra pas se dégager, et donc il fonce inexorablement vers la mort. Sauf qu'il y a un côté, le personnage le joue tellement mal. Je crois qu'il dit un truc du style qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que un truc du style what the fuck bro, enfin une réaction complètement en déconnexion avec ce qui lui arrive, et du coup on sort un peu de la scène, et tout est comme ça, c'est à dire qu'à un moment donné même